Un temps bien couvert ce matin, une pluie qui s'abat depuis quelques heures sur le sud du Bénin, notamment dans les villes de Cotonou, Abomey, Calavi et environ. En tout cas, ce matin, avant de quitter votre maison, prenez donc toutes les dispositions qu'il faut pour éviter donc de vous faire tremper. Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et Actu Matin. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale. Merci d'avoir réussi à braver la pluie pour être là. Wahabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour les titres de la presse nationale pour le compte de ce matin du mercredi 7 octobre 2020. Au sommaire, on en sait un peu plus sur les éléments constitutifs du formulaire nominatif de parrainage de candidats à la présidentielle de 2021. Les choses se précisent donc du côté de la Sénat, l'institution à travers les explications de sa vice-présidente Geneviève Boukonadjo lève le voile sur le contenu du document et précise les rubriques. Une déclaration sur l'honneur qui fait office de serment, la signature du parrain et son empreinte apposée au bas du document feront désormais foi. Nos commentaires ce matin sur le principe désormais établi. Elle s'annonce pour demain une rencontre au sommet des échanges pour, semble-t-il, apaiser les esprits surchauffés en ce moment. Le chef de l'État reçoit les responsables des organisations syndicales qui prennent fait et cause pour les enseignants préinsérés. On rappelle la tension qui prévaut en ce moment contre l'augmentation du quota horaire de 30 heures affectées aux préinsérés. Réussiront-ils à obtenir gain de cause? Patrice Talon aura-t-il les mots justes pour mieux expliquer le choix ou les choix du gouvernement sur le sujet? Beaucoup d'interrogations ce matin. On fera nos analyses. Il est lancé jeudi dernier le mois du consommant local. Plusieurs ministères mis ensemble veulent promouvoir le label Bénin. Nous comprendrons mieux ce matin. On aura un invité, Hamzat Salamine. Il est secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et puis ce matin, l'actualité internationale avec le coup d'État au Mali, la crise politique et la CEDEAO qui lève les sanctions imposées depuis le putsch d'il y a quelques semaines. On recevra un invité, James William Gbagidi. Il est journaliste, internationaliste et il nous apportera quelques explications sur cette décision de la CEDEAO. Merci de prendre ces différents rendez-vous sur Actu Matin. Installez-vous, les unes des journaux, c'est tout de suite. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Voilà, c'est le rituel sur Actu Matin. On commence toujours par les unes des journaux. Allons découvrir les gros titres de la presse ce matin. C'est avec vous, Wahabali Para. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Les premières informations, comme d'habitude, nous viennent de Fraternité. Fraternité qui titre ce matin, rencontre annoncée avec les syndicats. Talon doit apaiser les esprits. Anselme Amoussou, les besoins des travailleurs ne peuvent pas rester en suspens. Pascal Wanou parle du Conseil national des organisations d'artistes et précise que ce conseil est une chance. Faisons son expérience et relevons les imperfections. Docteur Freddy Gnagnon, médecin cancérologue, les femmes qui ont eu peu ou pas d'enfants ont plus de risques de développer un cancer de sein. Protection des droits de l'homme, les assurances de Patrice Talon à la CBDH. À la une maintenant de Info Plus, création de nouveaux tribunaux, le rapprochement de la justice des justiciables oblige. Droits de l'homme, des violations et des progrès. Il n'y a aucune volonté de violer les droits de l'homme, dit Patrice Talon, propos rapportés donc par Info Plus. Le journal de notre époque. Mali, la CEDEAO lève le blocus. Et puis Togo, Dr Kodjo Obenton
appelle la jeunesse à une saisine des opportunités. Nord-Sud quotidien à présent, Alliance Nord-Sud à Dankpo reprécise les objectifs du Creuset et puis lutte contre les médicaments contrefaits illicites liés donc au coronavirus. Les douanes béninoises se positionnent deuxième au plan mondial. Le matin, rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin, la CBDH note des progrès significatifs. Ses observations et recommandations, Patrice Talon promet se pencher sur les recommandations pertinentes du rapport, précise Le Matin. Et puis lutte contre les médicaments contrefaits illicites liés à la COVID-19, les douanes béninoises 13e au plan mondial. Le trio Talon, Wada et Saka qui impacte. Bénin intelligent à présent, présidentielle de 2021, surgir, agir, mais ne plus disparaître. Agence nationale des petites et moyennes entreprises, des entrepreneurs outillés pour gagner facilement les marchés publics. L'autre vision, après le dépôt du dossier corrigé au ministère de l'Intérieur, les démocrates exigent le rétablissement du droit. Éric Houndete et ses pairs invitent le gouvernement Talon à leur délivrer le récépissé. Et puis présidentielle de 2021 toujours, la Commission électorale nationale autonome innove et institue un formulaire de parrainage. Quotidien Libération, parrainage à la présidentielle de 2021, le formulaire de la Sénat qui met un terme à la polémique. Et puis 13e au plan mondial dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits liés au coronavirus, les prouesses de la douane béninoise reconnues. Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, la situation des droits de l'homme au Bénin, le rapport de la CBDH magnifie Talon. Quotidien Le Meilleur pour finir, polémique autour de l'augmentation horaire aux enseignants aspirants. Rencontre d'espoir demain jeudi entre le chef de l'État, Patrice Talon et 6 cadres et 6 centrales et confédérations syndicales. Et puis catastrophe naturelle dans le nord Bénin. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, annonce des actions urgentes. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que demain, le chef de l'État rencontre les centrales et confédérations syndicales. Ils vont certainement parler de ce sujet qui fait grand bruit dans le rang des acteurs du monde éducatif. Il s'agit bien entendu des 30 heures du quota horaire affilié donc aux enseignants aspirants. Justement, et sur ce sujet, eh bien, on va en parler tout à l'heure au forum de discussion. Vous serez en plateau en compagnie de Herman Nyamboussou. Ça sera le deuxième sujet de notre discussion de ce matin. Premier sujet, nous irons du côté de la Sénat avec les explications de la vice-présidente sur le contenu du formulaire nominatif pour le parrainage de la présidentielle de 2021. Et puis, en troisième sujet, on abordera cette opération Stop au niveau des douanes béninoises, parlant justement de la lutte contre les médicaments contrefaits et illicites liés à la pandémie du coronavirus. Les douanes béninoises sont classées 13e au plan mondial. C'est une prouesse. Je vais recueillir vos avis et votre lecture tout à l'heure au forum de discussion. Dans l'actualité, on parle de la représentation du Parlement à la Haute Cour de justice. Le député Eustache Akpovi a prêté serment hier. On rappelle qu'il est député membre du parti politique Bloc républicain et remplace à la Haute Cour de justice Jonas Gbenambeto, actuellement maire de la commune de Semin-Podji. Et puis la protection des droits de l'homme, les assurances du président de la République Patrice Talon, puisqu'hier il a reçu le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure dans le mini-journal. Le mini-journal, c'est avec vous, Ingrid. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Après plusieurs mois de travaux, les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce procèdent à la revue du plan de travail annuel au 30 septembre 2020 de leur département. L'évaluation des 3 derniers mois de travaux révèle une baisse de performance au sein du ministère.
À suivre également cette séance de formation pour l'élaboration de plans de projets et des rapports d'activité, une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales au profit des responsables des organisations universitaires. Merci à vous, Ingrid, restez en place. Le développement de ces titres, c'est après ceci. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Journal de ce matin, il est question de cet atelier de revue du plan de travail annuel au 30 septembre 2020 du ministère de l'Industrie et du Commerce. Les cadres de ce département ministériel se sont donné rendez-vous. C'était hier pour évaluer le travail abattu par les différentes directions durant ces 3 derniers mois. Les précisions ce matin d'Idrissou Boukari et de Moufid Sabouran. Les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce évaluent le niveau de mise en œuvre de leurs activités au 30 septembre. La revue du plan de travail annuel 2020 organisée ce mardi dans la salle de conférence du ministère est une exigence de la gestion basée sur les résultats. Les travaux de cet atelier seront essentiellement consacrés à la validation du niveau atteint par les indicateurs et l'analyse des difficultés qui ont jalonné l'exécution du plan de travail annuel. Je voudrais nous exhorter à associer davantage la raison, marque de réalisme, à nos rêves respectifs de développement du secteur. Cela contribuera sans nul doute à faciliter les échanges et à nous conduire, au terme des travaux, à des résultats plus probants. C'est à ce prix que nous démontrerons à nouveau que la gestion axée sur les résultats reste désormais une tradition au niveau de notre ministère. Mesdames et messieurs, au terme des travaux préparatoires au présent atelier, il ressort que le plan de travail annuel gestion 2020 du ministère est exécuté sur le plan financier à 61,65%, base engagement, et 42,69% base ordonnancement à la date du 30 septembre 2020. Au plan physique, le taux d'exécution s'établit à 53,35% contre 76,98% attendu, soit une performance de 69,30%. Au vu des résultats présentés, on retient qu'au titre du 3e trimestre de l'année 2020, le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas été performant. Plusieurs facteurs en sont à l'origine. Il s'agit entre autres de la suspension de certaines activités en raison de la pandémie du Covid-19 et la lourdeur dans le processus de passation des marchés publics. Des recommandations seront formulées au terme des travaux aux fins d'améliorer les résultats en fin d'exercice budgétaire 2020. Allons maintenant, Ingrid Day, à l'université d'Abomey-Calavi qui a abrité hier une séance de formation pour l'élaboration correcte de plans de projet et des rapports d'activité. C'est une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales au profit des responsables des organisations universitaires. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a officiellement lancé les travaux de cette formation en présence de Ulrich Kabaïraché de Sobéou. Plus de projets lacunaires à soumettre au Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi.
La présente séance de formation organisée au profit des organisations universitaires et estudiantines se veut le lieu de donner les armes et les rudiments nécessaires pour l'élaboration correcte de plans de projet et des rapports d'activité. L'objectif est de corriger les styles alambiqués et peu respectueux des normes et procédures administratives. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont clairs, à savoir outiller les bénéficiaires à la maîtrise des différentes étapes de l'élaboration de projets et de plans de travail annuels. Renforcer leur capacité dans la rédaction de documents et requêtes à l'endroit de l'administration et aux structures et préparer leur insertion dans la vie socio-professionnelle. La relève ne s'improvise pas, la relève se prépare. Elle se prépare à travers un certain nombre d'intrants. Et j'estime que cette formation qui est programmée pour vous va dans le sens de votre préparation à la relève. C'est un exercice à long terme, c'est une course de fond. C'est mieux que chacun des acteurs soit au même niveau d'information. Chacun des acteurs maîtrise les procédures, c'est essentiel. Et les procédures aujourd'hui, je vous le dis, chers amis, sont différentes de ce qu'elles étaient avant. Cette formation s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est le lieu pour la première responsable de ce département ministériel de motiver et d'encourager les participants afin qu'ils capitalisent les acquis de cette séance d'échange. Je salue l'initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui a organisé au profit des responsables des organisations estudiantines la présente session de formation sur les thématiques bénéfiques à maints égards. D'une part, ils seront outillés pour décrocher les financements de leur activité dans le respect de l'orthodoxie financière et des principes qui régissent les finances publiques à travers des projets structurants, des projets cohérents avec leurs besoins. Et d'autre part, ces bénéficiaires seront préparés pour affronter la vie active en balisant le chemin pour leur insertion socio-professionnelle. De notre côté, nous serons là à vous voir mettre en application ces outils dans la communication en votre sein, dans la communication avec les autorités à divers niveaux et dans les ressources qui seront mises à votre disposition. Au terme de cette formation, il est attendu des responsables universitaires une meilleure qualité de production des plans de projet et de rapports d'activité. C'est une opportunité qui s'offre ainsi à ces hommes et femmes qui sont constamment appelés à concevoir des projets, à soumettre au Centre des œuvres universitaires et sociales pour financement. Un module de 4 salles de classe construit au profit des apprenants et enseignants du Collège d'enseignement général à Sanlin dans la commune de Zapota. Entièrement équipé, le bâtiment a été réalisé grâce au projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures initié par le gouvernement. Les précisions avec Imet Hélène Amousso. Flambant neuf, l'ouvrage fait désormais partie du patrimoine infrastructurel du Collège d'enseignement général d'Assanli, dans la commune de Zapota. Il vient améliorer les conditions d'études des apprenants et va suppléer ses classes de fortune. Constitué de 4 salles de classe, le module a été réalisé grâce au projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures dans son volet enseignement secondaire général, PCREI ESG. C'est la toute première fois depuis sa création en 2013 que le CGA Sanlin bénéficie d'un module de classe réalisé par l'État. Il est un secret de polichinelle que la difficulté majeure des lycées et collèges en République du Bénin, depuis toujours, a été celle liée à l'insuffisance d'infrastructures d'accueil des apprenants. C'est le lieu pour nous de dire toute notre reconnaissance. Cette remise de clés consacre officiellement la réception, mais également la mise en service de multiples autres modules de classe. Les bâtiments entièrement équipés sont implantés dans les départements de l'Atlantique, du Zou, le Mono, les Collines et le Borgou.
Dans le cadre du même projet PECREI, d'autres infrastructures sont réalisées au profit des centres de formation technique et professionnelle. Ceci témoigne, selon les responsables, de la volonté du gouvernement de faire, d'une part, face aux difficultés du sous-secteur de l'enseignement secondaire et d'autre part, le faire rayonner. Avant l'avènement du gouvernement de la rupture, de nombreux établissements du pays vivaient dans un état de développement poussé. Pour pallier à cet état de choses, le gouvernement a pris des mesures sérieuses pour sortir les établissements de l'ornière. C'est à ce principe que répond la construction de ces modules de salle de classe dans plus de 60 collèges du Bénin. Les modules de 4 salles de classe au profit de 15 établissements publics d'ESG répartis dans les communes d'Abomey-Calavi, de Ouida, d'Alada, de Tofo, d'Atiémé, de Komé, de Kweyogbe, de Zogbodomé et de Zakota. Quant aux réalisations faites dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, dans les communes de Ouida, de Komé, de Savalou et de Tchaourou, elles portent sur la construction des modules de salles de classe, dortoirs, blocs administratifs et réfectoires. Au total, une bagatelle somme de 1 124 609 126 francs CFA ont été utilisés. Excepté le manque de salles de classe, les lycées et collèges du Bénin ont beaucoup d'autres problèmes. On peut citer l'insuffisance de blocs administratifs, de laboratoires, de bibliothèques et bien d'autres difficultés auxquelles l'État compte apporter progressivement des solutions, ont rassuré les responsables du projet. Voilà, on reste avec Imet Hélène Amoussou pour parler de l'atelier de validation du document bulletin semestriel d'information statistique sur les cibles de l'action sociale. C'est le premier résultat de la réforme du SIDOFE, entendait système intégré de documents, de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de la nouvelle génération. On fait le point. Un bulletin statistique sur les cibles de l'action sociale. La production du document matérialise l'un des résultats tangibles de la réforme du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération SIDOFE-NG. Celui actuellement disponible est relatif au premier semestre de l'année 2020. Les améliorations à apporter au document ont fait l'objet des débats au cours d'un atelier tenu à Boycon. Les échanges ont abouti à la validation du bulletin. Madame le ministre, vos collaborateurs se sont réunis dans cette salle pour pouvoir extraire des données relatives donc à nos cibles pour le compte du premier semestre 2020. Ces données, une fois extraites, ont fait l'objet, au cours de nos travaux, Madame le ministre, d'un ultime contrôle de qualité et de complétude, en plus des 5 niveaux de contrôle interne qui jalonnent déjà le processus de collecte et de remontée des données depuis le niveau CPS jusqu'au niveau central. Après son démarrage en 2017, la réforme du SIDOFE a connu une phase pilote qui a pris en compte une cinquantaine de centres de promotion sociale. L'étape d'extension aux autres CPS qui a suivi a permis une appropriation graduelle du nouveau système de collecte de données. Les diverses observations ont contribué à une amélioration substantielle du dispositif. Le bulletin produit va permettre à toute personne désireuse d'avoir des informations fiables ainsi que l'essentiel sur l'état des couches accueillies dans les CPS, mais également les différentes structures de prise en charge. Ce bulletin statistique renseigne sur l'état de nos cibles à travers des statistiques globales et détaillées, désagrégées par sexe et par âge. Il renseigne également sur les scores relevés par département et par commune sur des thématiques importantes de l'action sociale, ainsi que sur la réponse apportée aux cibles par les services d'assistance sociale. Il fournit des informations nécessaires à une meilleure définition des politiques et projets ou programmes, au suivi, évaluation et à la mesure des progrès réalisés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il se présente donc comme un outil par excellence destiné à révéler le secteur des affaires sociales et à démontrer, au regard des nombreuses statistiques disponibles, que le social est bien au cœur de l'action du gouvernement, conformément au pilier 3 du programme d'action du gouvernement du Bénin révélé. Dans les tout prochains jours, le bulletin sera finalisé, édité et distribué. Le document va permettre aux partenaires techniques et financiers, aux organisations de la société civile et aux autres structures intervenant dans le domaine de maîtriser l'état de l'action sociale au Bénin. Pour ces derniers, le bulletin sera aussi un outil d'aide aux prises de décision.
Après Nati Tengu et Djougou, Bénin Compil a été présenté à Parakou. Il s'agit là d'un projet qui a pour objectif de faire la promotion des artistes béninois sur la scène musicale internationale. C'est la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou qui a servi de cadre à cette activité. Reportage. Mieux vendre les artistes béninois à l'étranger, c'est l'objectif principal de ce projet, présenté par son promoteur Ezeb Dossou à Djougou, Nati Tengu et Parakou. Les artistes sont appelés à fournir l'un de leurs clips pour participer à la campagne de détection actuellement en cours. Le projet est parrainé par le ministère de la Culture et des Arts à travers le Fonds des Arts et de la Culture FAC. C'est la promotion de nos artistes. Pendant longtemps, il a parlé de la promotion de nos artistes. Ensuite, révéler nos artistes qui sont un peu partout dans le Bénin. Donc, c'est tout le Bénin qui est pris en compte. Mais le dernier point, le plus important ici, et qui nous intéresse, qui entre dans la vision du gouvernement, c'est l'autonomisation des acteurs culturels. Les clips qui seront retenus seront transmis aux partenaires à l'international. La finalité étant que ces clips soient joués sur des chaînes nationales et internationales pour la visibilité des artistes béninois. L'initiative est saluée par le directeur de la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou. Vraiment merci pour cette démarche qui répond aux objectifs de la Maison de la Culture et du Tourisme de Parakou. Et c'est un objectif précis qui est dans la promotion des artistes, surtout des musiciens de Parakou. Bourousman, Kalamoulaï, Barasuno et bien d'autres. Ils étaient bien nombreux les artistes de Parakou présents à cette rencontre. Et comme le directeur de la Maison de la Culture, ils saluent tous ce projet qui viendra les vendre à l'étranger et leur permettre de vivre de leur art. Nous avons de la matière première ici. Nous avons aussi la possibilité de finaliser ici. Il suffit seulement de mettre toujours un petit grain sur ce qu'il y a déjà. Aujourd'hui, avec cette rencontre, on comprend déjà que l'artiste soit accompagné d'un staff ou pas, c'est que si son œuvre a été appréciée par l'équipe d'études de sélection, c'est que cette personne peut être, comment dit-on, promise à l'État international ou national et pouvoir quand même décrocher des contrats. Avec le projet Bénin Compil, c'est bientôt des artistes béninois sur des écrans de chaînes de musique internationales. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous. Merci à vous Ingrid, très bonne journée du mercredi, un mercredi pluvieux sur le sud du Bénin notamment, dans les villes de Cotonou, à Bomé-Calavi, Semepodi. Prenez donc vos dispositions, y compris vous. Ingrid, à tout à l'heure. Bonne journée. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous. Après la pause pub en plateau, nous aurons pour nos discussions de ce matin Herman Anyamboussou et Wahab Alikbara. 3 sujets abordés. D'abord, la présidentielle de 2021 avec les préparatifs du côté de la Sénat. La Sénat qui a dévoilé le contenu du formulaire nominatif à remettre aux différents parrains pour parrainer les candidats. Et puis, on reviendra sur le quota horaire de 30 heures, cette grogne syndicale qui s'est intensifiée ces derniers jours. Le chef de l'État va recevoir demain les responsables syndicaux pour des échanges. On va y revenir. Et puis, la lutte contre le trafic illicite de médicaments et des médicaments contrefaits, surtout dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. La douane béninoise est classée 13e au plan mondial dans cette lutte, un classement effectué par l'Organisation mondiale des douanes. De cette prouesse, on en parle tout à l'heure. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression,
Prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation. À toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques Profam. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Quelques petites secondes, 7h35. Bonjour à vous, Herman Anyambossou. Bonjour, Christian Dalija. Bienvenue en plateau. Fahava Para installé également. Alors, l'actualité est marquée par les préparatifs de ce qui nous attend en République du Bénin, la présidentielle de 2021. Les institutions en charge de l'organisation de cette élection se préparent activement. Le COSLEPI d'un côté avec l'affichage des listes de la liste dans les différents arrondissements pour d'éventuelles corrections apportées par les citoyens béninois. Et d'un autre côté, la Commission électorale nationale autonome qui chaque jour travaille d'arrache-pied dans l'organisation de cette élection. On continue de parler du sujet autour du parrainage de candidats à la présidentielle. Et hier, nous avons entendu la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome, Geneviève Boko-Nadjo, qui nous a apporté un certain nombre de précisions sur le contenu de ce document appelé formulaire nominatif de parrainage. La constitution de ce document, c'est quoi? Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de résidence, le numéro de téléphone, le statut du parrain, si c'est le député ou le maire. Ensuite, le nom du candidat parrainé. On va d'abord s'en arrêter là. Oui, un peu facile, Herman Anyambossou. Non, pas facile, vu que la loi a retenu que ce soit un formulaire nominatif. Donc, qui précise quand même le nom et le prénom de la personne qui parraine, son statut, s'il est maire ou s'il est député, qu'il dise qui est-ce qu'il a parrainé et qu'il prenne sur lui l'engagement de dire, écoute, je suis le parrain de ce seul candidat-là. Je pense que ce sont des éléments quand même qui permettent de sécuriser un peu ce parrainage-là et de faire en sorte que n'importe qui ne se lève pas pour dire n'importe quoi ou qu'il ne se retrouve pas après à dire non, je n'ai pas parlé de telle candidature alors que je l'ai fait. Donc je pense que c'est autant d'éléments que la Sénat est en train de mettre en œuvre pour que les élections soient les plus sûres possibles. Oui.
Oui, la Sénat travaille, n'est-ce pas, à clarifier les choses, à davantage sécuriser les choses. Tous les éléments que vous venez de citer tout à l'heure sont des éléments qui permettent de sécuriser ce formulaire et que le parrain qui va signer, donc qui va parrainer un candidat, puisse savoir qu'il s'engage clairement et nettement. Et tout ça, je pense que c'est pour éviter également les tricheries. Quand on exige de vous votre nom et prénom, date et lieu de naissance, votre lieu de résidence et autres, c'est que ce sont des informations liées à votre personne. Oui. Et si vous évoluez, vous allez voir que Geneviève Bokor-Nadjo, vice-présidente de la Sénat, n'est-ce pas, a précisé qu'au-delà de cela, il y a que le parrain doit apposer sa signature. Et à côté de sa signature, il y aura l'empreinte digitale. Tout cela relève de l'ordre. Donc, ce sont les identités, les marques du parrain pour que, en cas de faux et usage de faux, n'est-ce pas, il sache dans quoi il s'engage. Et cela permet à ce que on ne vienne pas nous dire que non, c'était une erreur et autres. Quand on évolue également, on verra qu'on a pris les dispositions de manière à ce que ça ne soit pas un faux formulaire. Je crois qu'il y a un monogramme qui s'ajoute donc à ce ne sera pas visible à l'œil nu. C'est qu'on évite par exemple de prendre une photocopie, n'est-ce pas, on satisfait le parrainé et on s'en va donner l'original à une autre personne. Donc je crois que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser davantage ce formulaire nominatif et ça devient un peu plus souple. Ce qui est encore intéressant, c'est cet engagement, pour ne pas dire cette forme de prestation du serment, la déclaration sous l'honneur. Voilà, la déclaration donc sous l'honneur du parrain, n'est-ce pas, de manière à ce que vraiment on évite toutes les tricheries et que le parrain sache que en cas de faux et usage de faux, il devrait faire face aux conséquences de la loi. Oui, Amanda Niaboussou, quand on regarde un peu la composition de ce formulaire, les rubriques, tout ce qu'il venait de rappeler tout à l'heure, Wahab Alikpara, parlant justement de ce document qui aura un hologramme qui permettra donc à la Sénat de vérifier l'authenticité du document qui sera mis à la disposition des différents parrains. Par la suite, on parle de l'empreinte digitale. Bien avant l'empreinte digitale, il y a la signature, mais à côté, il y a la déclaration sur l'honneur. Ça a l'air peut-être, disons, banal, selon vous, quand on voit un peu la composition. Non, je pense que la Sénat a travaillé d'arrache-pied, comme vous l'avez déjà dit en introduisant cette émission, à ce que les formulaires proposés, donc les formulaires souhaités par le législateur pour le parrainage des candidats à l'élection présidentielle, que ce formulaire soit le plus sécurisé possible. Quand on parle par exemple de l'hologramme, quand on parle par exemple de signature, mais à côté de la signature, l'empreinte digitale pour sécuriser, pour montrer effectivement que le signataire du formulaire est vraiment celui qui à qui le test confère le droit. Donc je pense que quand on fait tous ces éléments, il y a aussi que à côté, je crois, je l'ai lu et ça apporte un peu d'une réponse à ce que Wahab a dit la fois dernière, à savoir que le dossier de candidature doit comporter les 16 formulaires. C'est précisé également au minimum les 16 formulaires. Donc pour être reçu par la Sénat. Donc, je pense que tout ce qui est fait dans ce sens, ça nous permet aujourd'hui de ne plus céder à la polémique, de dire, la Sénat est en train de garantir un certain anonymat à ce parrainage-là. Et donc, pour ma part, les potentiels candidats à cette élection doivent déjà commencer par se réveiller très rapidement pour qu'on puisse assister à une élection, une élection ouverte. Doit-on dire que c'est déjà lancé, la course au parrainage? Oui, la course au parrainage. On ne connaît pas encore les candidats. On ne connaît pas encore les candidats, mais sachez et croyez fermement, n'est-ce pas, que dans les coulisses, les concertations se multiplient. Au sein même des partis politiques, peut-être on travaille à augmenter les chances du candidat officiel du parti. Les potentiels parrains également travaillent à recevoir les potentiels candidats de manière à ce que ce travail
travail puisse se faire dans les règles de l'art. Ce que moi je voudrais compléter, n'est-ce pas, c'est un pan, n'est-ce pas, des assurances de la vice-présidente de la Sénat. C'est-à-dire qu'on va imprimer, je crois, 160 formulaires parce que ça équivaut au nombre de députés. Voilà, au nombre de députés. C'est vrai, nous en avons 82 au niveau de l'Assemblée nationale, mais toujours est-il que les tests disent que nous avons 83 députés et autres. Donc, l'assurance apportée, c'est que ce formulaire sera unique. Mais en cas de perte ou peut-être, n'importe quelle intempérie qui pourrait peut-être détruire. À l'étape actuelle, nous sommes en période de pluie. C'est vrai qu'on a 50 jours. C'est un document très sérieux. Oui, je pense que le parrain ou le potentiel parrain doit en prendre véritablement soin. Écoutez, vous pouvez avoir les candidats dans le Nord Bénin. Hier, nous décrions déjà la situation de Karim Amad, de Malanville et autres où il y a des inondations et autres. Oui, donc en dépit de toutes les sécurités, il peut y avoir une autre quelques situations que ce soit pour que le document soit abîmé et puisse poser problème. Mais la Sénat donne une garantie de manière à ce que, en cas de perte éventuelle donc du récépissé original, en cas du formulaire, j'allais dire, les dispositions sont prises de manière à ce que on puisse trouver un formulaire authentique à adresser au candidat en question pour corriger les choses. Non, mais justement, quand il évoque un peu le cas de perte, je dis c'est un couteau à double tranchant parce que quand vous avez égaré le formulaire alors que c'est un formulaire authentique et que je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui essaie de remplir à votre place et qui parraine un candidat, je pense que ça peut créer des ennuis. Je me dis... il y a peut-être des formules pour pouvoir régler la situation. Mais bon, de là à dire, oui, nous permettons à ceux qui ont perdu le formulaire de pouvoir en jouir d'un autre, de pouvoir jouir d'un autre. Je pense que, bon, ça me crée un petit problème. Bon, moi, je ne vois pas pour autant le problème. Dès lors que le candidat a déjà reçu, je dois dire, l'accord de son parrain, si c'est après peut-être avoir rempli les documents que le formulaire est abîmé ou a de soucis, il y a des démarches à faire au niveau de la Sénat pour qu'on vous donne un autre formulaire authentique. Si c'est bien avant, n'est-ce pas, bien avant, parce que le formulaire est remis, je crois, au parrain ou au potentiel parrain. Ça veut dire que si c'est au niveau du parrain déjà que le document a de problèmes, il saura faire les démarches qu'il faut au niveau de la Sénat, n'est-ce pas, pour obtenir un duplicata authentique. Si c'est après avoir rempli le même formulaire et que c'est désormais dans les mains du candidat qu'il y a souci, les deux équipes pourront faire une démarche au niveau de la Sénat. Donc je pense que c'est une garantie que la vice-présidente apporte. Ce n'est pas pour encourager le parrain et son candidat. C'est des hypothèses, mais je voudrais plutôt qu'on demande au parrain, au potentiel parrain, de prendre vraiment soin de ce document. Parce que moi, je considère le formulaire de parrainage qui n'est pas encore rempli du parrain comme un chèque à blanc qu'on délivre à quelqu'un. D'accord? Si c'est égaré, par exemple, le gars, le maire ou le député, et il dit qu'il a égaré ce formulaire, et ça tombe au moment d'un individu ou de quelqu'un, ou quelqu'un qui lui a peut-être soutiré ce formulaire-là, et qui remplit. À sa place, je pense qu'il vaut mieux demander aux acteurs politiques et aux parrains. On l'avait dit la dernière fois ici en plateau que la Sénat a programmé et organisé une séance de sensibilisation. Et voilà, avec les députés à l'Assemblée nationale et les maires également, c'est sûr et certain. Donc on leur apprendra comment en prendre soin et comment véritablement bien remplir le document pour ne pas qu'on... c'est un document sécurisé, même si le cas très rapidement même si le cas que Herman vient de décrire adviendrait, n'est-ce pas, il se trouve que les empreintes que le QDAM qui aurait ramassé le document et rempli son empreinte ne serait pas conforme. Voilà pourquoi toutes les dispositions ont été prises pour davantage sécuriser le formulaire. En tout cas, c'est un travail de fond qui se fait en ce moment du côté de la Sénat. Nous encourageons toutes les équipes. Alors, il est
annoncé une rencontre entre le chef de l'État et les responsables des organisations syndicales, notamment les centrales et confédérations syndicales que nous avons vues au devant de la scène, au devant de l'actualité ces derniers jours, dénoncer le quota horaire de 30 heures affecté désormais aux enseignants préinsérés. Sur ce plateau, on en avait d'ailleurs parlé. Cette rencontre d'échange entre le chef de l'État et les syndicalistes, si cela intervenait demain, Wahab Alipara, ça viendra pour vous apaiser la tension en ce moment? Oui, ça devient apaiser la tension. Vous avez vu, il y avait 2 sons de cloche, n'est-ce pas? Le gouvernement, le membre du gouvernement, bien entendu, le ministre en charge de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, sa version, ses explications. Il y a eu mercredi dernier, à l'issue du Conseil des ministres, les clarifications apportées également par le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Ouroula. Les syndicalistes qui, vendredi dernier, à la bourse de travail, n'est-ce pas, ont également boudé par rapport à la même question. Je pense que le chef de l'État, si la rencontre tenait effectivement demain jeudi, ça devrait apaiser les tensions. Je crois qu'on a démarré cette nouvelle rentrée sous de bons auspices, mais il se trouve qu'en cours de route, cette affaire de 30 heures qu'on ajoute, en fait, qu'on a menée, ou d'une manière ou d'une autre imposée aux aspirants, ça vient, comment dire, constituer comme un bâton dans les roues, n'est-ce pas, du fonctionnement ou dans les roues de la machine de l'éducation cette année. Il va falloir que le chef de l'État puisse vraiment trouver la formule qu'il faut, que les syndicalistes à leur niveau puissent également trouver le juste milieu de manière à ce que vraiment les choses puissent bien se passer. C'est vrai, on a d'une manière ou d'une autre décrié les 30 heures estimant que ça surcharge les aspirants, si tant est qu'on s'attend à de très bons résultats. C'est les effectifs que nous avons dans les établissements publics qui posent problème. Vous n'êtes pas sans savoir que les gouvernements précédents et même le régime actuel a travaillé, n'est-ce pas, à apporter certaines facilités dans l'enseignement, dans l'école publique, n'est-ce pas, et cela a créé une certaine ruée vers ces établissements publics-là. Ça a donc gonflé les effectifs dans les classes. Donc, pour un aspirant qui a plusieurs classes, les évaluations, et surtout, le problème va se poser en termes de différentes classes. Parce que là, la préparation des fiches, ce n'est pas la même chose. Si vous avez plusieurs classes de 5e, par exemple, il se peut que dans l'évolution, vous préparez, par exemple, pour la seule journée ou bien la semaine, deux fiches, c'est-à-dire 2 cours à donner. Et là, c'est les mêmes programmes dans les classes de 5e. Mais quand vous avez tel 3e ici, 5e, donc ça fait différentes fiches à préparer différemment. Ça fait également différentes évaluations, différentes compositions à faire. Ça fait plusieurs copies à corriger également. Donc, pour les syndicalistes, les enseignants aspirants sont trop sollicités. Et finalement, à travers cette rencontre annoncée, Herman Agnamboussou, on dira que le chef de l'État est à l'écoute des syndicalistes, puisque c'est avec beaucoup d'insistance, toutes les fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont demandé à rencontrer le chef de l'État, et ça vient un peu plus tôt, Herman. Oui, je pense que cette rencontre était souhaitée. Quand on a vu un peu les différentes prises de position au niveau du ministre de l'enseignement secondaire, Maounio Kakpo, qui confirme que cette décision venait un peu corriger certaines choses et donc qui motive ce choix fait par son équipe et donc ce choix fait par son équipe est soumis au gouvernement. On a entendu également Alain Ouroula à la sortie de ce point de presse qui effectivement justifiait la chose, mais les confédérations, les secrétaires généraux des confédérations syndicales n'ont pas pour autant courbé les chines. Ils ont estimé que les 30 heures de masse horaire qu'on donnait aux préinsérés, n'oubliez pas que ici il ne s'agit pas d'enseignants déjà confirmés, il s'agit de jeunes qui ont été recrutés pour combler un vide, de jeunes qui aspirent à la profession, donc qui ne sont pas encore totalement dans la profession. Et donc, oui, leur donner 30 heures, est-ce que ça contribue un peu à offrir une éducation de qualité à nos enfants, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs? Je pense que c'est là
là même. Il faut pas les sous-estimer. Oui, en fait, c'est la masse horaire, c'est la quantité la quantité d'heures qui pose problème. Pas qu'on les sous-estime, pas qu'on dit qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas donner l'enseignement qu'il faut. Mais les secrétaires généraux, pour être des acteurs, des devanciers, des acteurs du système, ont estimé que 30 heures, que c'était pas bon, ça les surchargeait un peu trop. Ajouter à cela aussi la question de cette bivalence où désormais, quand je suis professeur de français, je dois pouvoir enseigner l'histoire géo, ou quand je suis professeur d'anglais, je dois pouvoir enseigner le français ou l'espagnol. En fait, c'est beaucoup d'éléments qui seront le plat de résistance demain de la rencontre annoncée entre le chef de l'État, Patrice Talon, le secrétaire général de la Confédération syndicale. Et je pense que Patrice Talon a bien fait de vouloir les écouter parce que je ne vois pas 6 secrétaires généraux ajoutés à leurs collègues de la CSTV. Je ne les vois pas tous en train de plonger dans le noir. Je pense que leur demande est légitime. Patrice Talon doit pouvoir les écouter. Le juste milieu, pour moi, ce n'est pas de dire oui, d'accord, on garde les 30 heures, mais on essaie de faire ci. Parce qu'ils disent, oui, vous avez retenu 30 heures. Vous avez même annoncé des conditions de vie très alléchantes et tout. Mais pour nous, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de diminuer un peu cette masse horaire-là parce que ça pèse un peu trop lourd. Donc, on attend demain que les choses puissent aller dans le bon sens pour que cette rentrée qui a bien démarré puisse se poursuivre sous de bons auspices. Patrice Talon, pour définitivement trancher, les syndicalistes et donc pour les enseignants, les aspirants auront-ils gain de cause? Qu'est-ce qui va se passer? On l'espère et on le souhaite vivement parce qu'il est important que la rentrée se poursuive normalement, se déroule normalement. Il est également important que le chef de l'État, dans ce cas d'espèce, n'est-ce pas, puisse jouer le rôle du meilleur arbitre parce que les syndicalistes ont pensé que le ministre de l'enseignement secondaire qui a pris la décision pouvait se montrer plus ou moins réceptif, mais ils n'ont pas trouvé cette oreille-là. Non, mais justement, le reproche qu'on fait aux différents ministres, c'est le fait de ne pas bien souvent, quand il s'agit de prendre un certain nombre de décisions, de ne pas consulter les partenaires sociaux, de ne pas consulter les syndicalistes. C'est sûr que si cette décision avait été prise de manière, on avait consulté les syndicalistes pour que la décision soit consensuelle, on n'en serait pas là. Parce que là, les syndicalistes auraient pu déjà en amont donner leur désapprobation face à certains aspects et que tout cela pouvait être étudié. Donc, c'est un peu comme si c'est pris dans les 4 murs du ministre Maounian Kakpo et que ça crée un peu de remous dans le rang des syndicalistes. La question de bivalence aussi est un véritable problème sur lequel il faut travailler. Même à l'université, quand on dit un professeur après vient dire qu'il est professeur d'histoire et de géographie, même à l'université, vous allez voir que ce sont 2 départements différents. Un professeur, il y a le département d'histoire et de l'archéologie à part, il y a le département de la géographie et d'aménagement du territoire à part. Donc, c'est des cours différents. Quand vous sortez, vous dites que vous êtes professeur d'histoire, géo, vous enseignez et l'histoire et la géographie. C'était déjà une tricherie, mais avec laquelle on faisait depuis la nuit des temps. Donc, aujourd'hui, pour l'enseignant qui n'est pas capable, vous comprenez, qui n'est pas capable de faire les 2 matières, deux matières à la fois, comment les choses vont se passer à leur niveau. Et bien entendu, pour quelqu'un qui veut le gain facile, effectivement, peut se montrer capable, mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Vous avez eu une meilleure formation en français et que l'autre n'est qu'une formation, additive et autres. L'anglais, par exemple, n'est que précaire à votre niveau. Et c'est ça qu'on vous appelle à enseigner aux enfants. Vous ferez de l'à peu près dans cette matière où vous n'avez pas toutes les compétences et autres, et ça risque d'agir sur les enfants. Donc, espérons vraiment que l'arbitrage du chef de l'État demain permette qu'on puisse concilier les divergences et aller en avant. Au-delà de cet espoir, je pense que c'est comment on fait pour que de telles préoccupations ne fassent plus forcément l'objet de tensions. Je me rappelle, on a installé ici le Conseil national de l'éducation. On a installé beaucoup d'autres structures quand même pour essayer un peu de mûrir ces genres de sujets, de mûrir ces réflexions. Il y a le cadre du dialogue social, il y a beaucoup quand même de cadres qui sont tracés et qui devraient permettre de pouvoir aborder ces questions-là sans trop de grincement dedans. Qu'on attende d'abord que les syndicats
les syndicalistes puissent sortir. Ils ont fait une première sortie, apparemment, qui n'a pas été bien entendue. Ils ont cassé la décision. Quand vous lisez un peu leur déclaration, je me suis demandé, mais si c'est Ronsard qui leur a écrit la déclaration, parce que j'ai entendu de ces expressions, attention, qui rappellent quand même, ça montre le quartier latin d'Afrique que le Bénin est. Et donc, je pense qu'il faut qu'on évite de tels genres de tensions, de telles situations, parce que en amont, on aurait pris des dispositions pour pouvoir évacuer ces questions, une décision consensuelle. C'est l'image que cela renvoie dans l'opinion. Quand on voit les syndicats et les différents ministres à couteau tiré, ça renvoie une image pas du tout agréable à voir. Surtout en début d'année. Le fait que vous venez de rappeler tout à l'heure, Herman Niamboussou, lorsque vous parlez de ce contenu, le contenu de ce discours lu par le secrétaire général Anselme Amoussou, ils en avaient trop, il fallait donc se vider. Et je pense que c'est bien que le chef de l'État ait décidé de les rencontrer pour voir dans quelle mesure apaiser la tension, et qu'il profite de l'occasion aussi pour aborder de l'école béninoise. Alors, le troisième sujet, c'est la lutte contre les médicaments contrefaits, les médicaments illicites. Et il y a de ces commerçants véreux qui voulaient donc profiter de la situation de la pandémie du coronavirus pour faire couler leurs marchandises. Mais malheureusement pour eux, les douanes au plan mondial et surtout les douanes béninoises veillaient au grain. Et un dernier classement place la douane béninoise au 13e rang mondial suite donc à cette opération musclée menée par l'Organisation mondiale des douanes. Herman Niamboussou. Oui, coup de chapeau à toute l'équipe des douanes béninoises conduite par le colonel Inoussa Saka, je crois. Mais il faut quand même dire félicitations à son ministre de tutelle, le ministre des Finances également, parce que je me rappelle, il y a encore 1-2 semaines, on a vu les performances de la douane sur beaucoup d'autres plans. Aujourd'hui, il s'agit de la lutte contre les médicaments contrefaits et illicites liés à la Covid-19, parce que n'oubliez pas que quand cette crise sanitaire a surgi, nombreux étaient ceux qui proposaient des médicaments pour pouvoir guérir de cette maladie. Et je pense que la douane a veillé au grain. Les douanes béninoises sont restées sereines, ont joué pleinement leur partition. Et aujourd'hui, que l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, en vienne à classer le Bénin, les douanes béninoises 13e sur 99 pays, je pense que ça ne fait confirmer la perspicacité, l'efficacité de l'équipe qui est là. Maintenant, c'est comment on fait pour que ceux qui, entre-temps, ont été arrêtés la main dans le sac, qu'ils soient poursuivis, parce que c'est aussi de ça qu'il est question. Cette lutte contre les faux médicaments en général et les faux médicaments ou les médicaments contrefaits liés à la COVID-19, je pense que c'est une lutte permanente. Ce n'est pas une occasion pour les douanes béninoises de baisser les bras. Il faut continuer parce que chaque jour que Dieu fait, vous en trouvez de très bonnes dames qui ont des pieds sur la tête ou qui ont des claclous sur la tête. Je veux parler de petits croquettes ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et bon, voilà, des amuse-bouches sur la tête, mais qui en dessous cachent des médicaments parce qu'on dit oui, tel ça guérit Covid-19, tel ça guérit ici. Je pense qu'il faut redoubler d'énergie et de vigilance sur le terrain. Alors, l'opération lancée par l'Organisation mondiale des douanes a permis un total de 1683 interceptions. Cela fait plus de 300 millions d'unités de médicaments qui sont concernées, ainsi que plus de 47 millions d'unités d'équipements médicaux interceptés. Wahab Alikpara, vous imaginez que les douanes béninoises ou bien les douanes sur le plan mondial n'avaient pas réussi à veiller au grain et que ces produits et consommables médicaux réussissaient à entrer dans les pays, dans les États et circulaient au profit des populations. Quand on se rappelle de cette grande psychose à l'annonce donc de cette pandémie qui décimait tout sur son passage, vous imaginez un peu ces produits contrefaits, mal faits, illicites, circuler à l'intérieur des pays. Voilà, vous-même vous avez vu que les chiffres sont quelque peu alarmants. Ça inquiète les chiffres donc, de l'Organisation mondiale des douanes, n'est-ce pas? Ça pose un véritable problème. Maintenant, il faut tirer un coup de chapeau, bien entendu, à la douane béninoise, n'est-ce pas, avec toute l'équipe qui a su garder et maintenir le cap, parce que le Bénin a travaillé
travaillé en amont, n'est-ce pas, un peu comme s'il prévoyait déjà ou voyait déjà venir une pandémie pareille. Déjà en 2017, n'est-ce pas, le gouvernement béninois avait pris les dispositions qu'il faut pour afficher sa volonté de lutter définitivement contre les faux médicaments. Et je pense que c'est cette dynamique qui a été maintenue. Et quand le coronavirus est venu et que beaucoup de personnes ont commencé par faire feu de tout bois, n'est-ce pas, pour proposer des médicaments et autres, la douane béninoise a veillé au grain à l'intérieur donc du pays. La police républicaine également a fait son travail, mais beaucoup plus au niveau des douanes parce que ça quitte ailleurs pour venir à notre niveau. Donc, au niveau des frontières, il y avait un dispositif. Si le dispositif n'avait pas été de qualité, on n'en serait pas là. Et vous imaginez, 13e sur le plan national, franchement, il faut des lauriers. Le plan international. Voilà, sur le plan mondial, il faut des lauriers pour la douane béninoise, mais surtout espérer que la douane ne dorme pas, bien entendu, sur ses lauriers et continuer donc la dynamique. C'est un problème de santé publique qui se pose et donc les douanes béninoises doivent davantage faire le travail qu'il faut, renforcer. Chaque fois qu'on se lève et qu'on leur apporte des acclamations, c'est pour les amener à faire davantage. C'est pas pour que les douaniers s'arrêtent. Donc, coup de chapeau donc au chef de l'État qui a annoncé les couleurs depuis 2017, au ministre de l'Économie et des Finances qui fait ce qu'il faut, n'est-ce pas, à travers les instructions qui sont exécutées au niveau de la douane, qui est dirigée bien entendu par Inoussa Saka Boko. Un travail également au niveau du ministère de l'Intérieur et autres. Bref, que ces maillons-là continuent le combat de manière à ce que peut-être une prochaine fois, on puisse dire qu'on a gravi des échelons, on est peut-être venu deuxième, premier et autres. Parce que concernant le coronavirus, les gens n'ont pas tari d'imagination et il y en a qui souhaitent même que cette pandémie ne finisse pas. Vous n'êtes pas sans savoir que les tailleurs et couturiers, n'est-ce pas, ont nos coupons qui sont là, qui continuent de coudre et revendre comme cache-nez de manière à ce que, ils encaissent un peu de sous. Ces personnes ne peuvent pas souhaiter, n'est-ce pas, que le coronavirus disparaisse. Et vous n'êtes pas sans savoir également que lorsque vous avez un mal, n'est-ce pas, vous courez dans tous les sens pour chercher une solution. Par conséquent, le premier venu à vous suggérer un médicament pour guérir votre mal, vous dites, j'essaie. En attendant, je vais essayer pour voir. Et c'est ça qui permet... Mais en essayant, vous créez d'autres problèmes. C'est ça, justement. Rapidement, pour rappeler, quand on parle de produits contrefaits liés à la COVID-19, c'est les gels désinfectants qu'on propose, mais qui n'ont aucun effet actif. C'est les masques, c'est les lunettes, c'est les thermomètres, c'est les blouses médicales qui ne respectent pas les normes sanitaires requises ou sans autorisation des autorités compétentes. Je pense que c'est tout... Vous savez, il y a de ces commerçants qui profitent toujours de ces l'occasion, tout à fait. Toujours, de ces situations-là. Alors que vous mettez du gel dans vos mains, vous pensez vous désinfecter la main, alors qu'en réalité, c'est juste un liquide qu'on vous donne qui ne vous protège pas du tout. Je pense que c'est bien ce que la douane béninoise fait. Et parfois, c'est un liquide qui développe d'autres affections. D'autres affections, c'est ça. Je pense que la douane joue bien sa partition, mais il faut aller au-delà. Pourquoi ne pas être deuxième ou même premier au plan mondial? C'est quand même bien. Il faut qu'on y aille. Il faut forcer la main. Il faut faire de grandes enjambées. Il faut faire de grandes enjambées la prochaine fois pour que on quitte le 13e. Pour veiller au grain. Pour avancer un peu. Voilà. Ce matin, on va parler de la CEDEAO qui lève ses sanctions, les sanctions imposées depuis le coup d'État intervenu au Mali. Nous allons donner la parole à un internationaliste pour analyser donc cette situation avec nous. On partira donc des conséquences de l'embargo et juste après, l'embargo levé, qu'est-ce que cela va apporter au pays quand on apprend par exemple que le trafic aérien va reprendre de Bamako vers d'autres pays de l'espace CEDEAO, le flux financier également qui va reprendre. C'est totalement la fin du blocage économique. Quelle est votre lecture à vous par rapport à ce qui arrive
au Mali sur ce point depuis hier. Oui, non, moi je pense que c'est une bonne nouvelle déjà, parce que ça veut dire quoi? Que les menaces de la CEDEAO ont été prises en compte, n'est-ce pas, par les putschistes, parce que la CEDEAO avait imposé un certain nombre de critères qui ont été pris en compte, et cela a permis à la CEDEAO, elle aussi, n'est-ce pas, de respecter ses engagements. C'était entre autres conditions, n'est-ce pas, le retour de Ibrahim Boubacar Keïta. Ça n'a pas donné grand-chose, au moins sa libération également. Mais c'était pour que le Conseil national du salut public puisse former un gouvernement civil, c'est-à-dire que toute l'équipe soit totalement civile. On avait proposé qu'il y ait un civil et que, je dois dire, la vice-présidence soit assurée par un militaire, notamment le chef de la junte. Tout cela a été pris en compte. On a désormais un civil, le vice-président également un civil, et que les tests ou les exigences de la CEDEAO, c'était que rien ne puisse amener le vice-président, par exemple, à remplacer, pour quelque raison que ce soit le président. Tous ces détails ont été pris en compte. Et je pense qu'il y a une certaine satisfaction au niveau de la CEDEAO qui avait, je dois dire, coupé les robinets au Mali. Désormais, le transport, en tout cas, on a eu des ouvertures. L'organisation sous-régionale a réussi à s'imposer? Oui, la CEDEAO a su s'imposer, même si sur le terrain, avec le gouvernement, on constate que la junte militaire a réussi quand même à s'arroger certains postes clés. Je pense que c'est une sorte de dribble quand même, qui ne dit pas son nom. Oui, vous nous exigez des choses, mais nous, on essaie de vous dribbler en confiant des choses, surtout par rapport, par exemple, au ministère de l'Intérieur, lequel ministère doit organiser les élections. Je pense que, la CEDEAO, quand même, en levant les sanctions, travaille, et j'espère bien, va travailler à ce que la situation soit toujours sous contrôle des civils, pour que, on puisse soulager tant soit peu la population malienne. Voilà, vous restez en place. Herman Niambossou, James William Guidi est notre invité. Il est journaliste, internationaliste. Il nous aidera donc à analyser cette actualité du Mali. Merci à vous, Wahab Ali Para. Bonne journée. Nous observons la pause pub, le temps d'installer notre invité ce matin. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. Voilà, les discussions entre confrères se poursuivent en plateau, même si nous avons un expert, un analyste internationaliste. Bonjour James William Guidi. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci de répondre présent à notre invitation. Je vous reçois en compagnie de Herman Niambossou. On était en train de parler de la situation au Mali avec la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, l'organisation ouest-africaine, qui a décidé donc de lever ces sanctions contre le Mali. Comment avez-vous d'abord apprécié la nouvelle et comment l'interprétez-vous? Déjà, c'est une bonne nouvelle pour le peuple malien parce qu'au-delà de tout, c'est d'abord le peuple qui était victime des sanctions imposées par la CEDEAO à ce pays à l'issue du coup d'État du 18 août dernier. C'est donc une bonne nouvelle parce que les populations auront maintenant accès aux denrées alimentaires, même si certaines denrées passaient les frontières, je vais dire clandestinement, comme d'habitude en Afrique. Mais aujourd'hui, en tout cas,
les prix des marchandises vont pouvoir se réduire quelque peu, les citoyens vont pouvoir sortir du pays, aller venir en tout cas vers les pays dont les frontières restent ouvertes au Mali, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle d'abord pour les citoyens. C'est aussi une bonne nouvelle pour le gouvernement, pour le régime qui est en train de se mettre en place, le régime de transition qui est en train de se mettre en place, puisque cela lui donne aujourd'hui quelque peu la main libre pour organiser les 18 prochains mois, pour décider de comment il va procéder aux modifications qui ont été exigées par le peuple, aux changements qui ont été exigés par le peuple et qui ont conduit à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. S'il faut condamner les coups d'État, il faut néanmoins reconnaître que celui-là est intervenu dans un contexte où il y avait une décrépitude de la situation interne, la situation politique, socio-économique interne, et les manifestations... La situation post-putsch. Non, pré-putsch, je dirais, oui. Parce qu'il y avait des manifestations qui ont même provoqué des dizaines de morts. Et ça, quand un pouvoir, généralement, en arrive à cette extrémité, surtout dans un régime qui se veut démocratique, qui est en construction démocratique, on a souvent vu que le président, soit il perd les élections qui s'en suivent, soit il est renversé par l'armée. On l'a vu à Madagascar, on l'a vu au Mali avant Ibeka, on l'a vu avec Ibeka, et donc c'est le genre de choses qui est devenu pratiquement une habitude sur le continent africain. Maintenant, l'analyse qu'on peut faire de la levée des sanctions, c'est que la CEDEAO reconnaît que des efforts ont été faits, des efforts sur les domaines, sur les plans sur lesquels la CEDEAO voulait fortement insister, notamment le contenu de la charte de la transition qui n'avait pas été publié, mais dont certains articles, notamment l'article 7, disaient qu'en cas d'empêchement ou de démission du président de la République, le vice-président, qui n'est autre que le chef de la junte, Assimi Goïta, prendrait le pouvoir et l'exercerait jusqu'à la fin de la transition. C'était comme un point extrêmement dangereux parce qu'on connaît un peu Bandao, le président Bandao. Il a déjà démissionné par 2 fois de ses fonctions antérieures, et donc il est tout à fait possible que c'est la junte lui qui a des problèmes, il démissionne, et donc que le pouvoir revienne entre les mains de la junte de façon exclusive. Ça, la CEDEAO ne pouvait pas tolérer que cela se passe. Les dispositions de la CEDEAO ne le permettent pas, et les chefs d'État membres de l'organisation eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que des coups d'État se produisent et qu'il y ait une facilité pour les militaires à exercer le pouvoir après ce genre d'action, parce qu'il y a quand même des crises politiques dans plusieurs pays de la CEDEAO, et si on laisse les militaires commencer à prendre le pouvoir n'importe quand, ça va s'étendre dans plusieurs autres pays. Alors oui, allez-y. Est-ce qu'on peut parler d'avancées notables? C'est vrai que la déclaration des chefs d'État parle de prise en compte, prenant en compte les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle. Les chefs d'État décident de la levée des sanctions sur le Mali. Est-ce qu'on peut parler d'avancées vraiment notables dès lors que les postes clés du gouvernement sont occupés par des militaires? En réalité, la CEDEAO se trouve dans une situation quand même assez délicate. Elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas d'autre choix que de lever les sanctions dans les circonstances actuelles. La CEDEAO a énuméré 16 exigences. D'abord, un président de transition civile. Les militaires ont trouvé la formule pour prendre un ancien militaire, donc un civil, même s'il a beaucoup plus de réflexes militaires que civils pour avoir pratiqué l'armée pendant plus d'une trentaine d'années, mais ils ont trouvé quelqu'un qui a un uniforme, un costume qui est civil. Ça, ils ont rempli cette exigence-là. Ensuite, le vice-président de transition. La CEDEAO n'avait jamais pensé au moment où elle exprimait cette exigence que les membres de la junte allaient mettre en place une transition à double tête. Donc, mettre un vice-président. Donc, le président, la CEDEAO a exigé un président civil et n'a rien dit sur le poste de vice-président. Donc, ils ont trouvé la formule pour mettre un vice-président, c'est-à-dire quelqu'un qui va contrôler le président. La CEDEAO n'a pas exigé quelque chose par rapport à ça. Donc, elle ne peut pas venir refuser que cela se fasse. L'autre chose, c'est sur la succession éventuelle du président en cas d'empêchement ou de démission. Ce coup-là, la CEDEAO a maintenu ces exigences de façon stricte, et ça a été fait. Et puis, un Premier ministre civil lui aussi, et puis la nomination d'un gouvernement, cela a été fait, où les postes sont partagés entre les militaires et les civils. La junte a été très claire là-dessus. Elle a toujours demandé que la CEDEAO lui laisse la possibilité de
distribuer les portefeuilles un peu comme bon lui semble. Elle avait même dans les postes stratégiques qui se retrouvent au maître de la junte militaire. Ou bien entendu. Ministère de l'Intérieur. Déjà au départ, la junte ne voulait pas seulement des postes stratégiques, elle voulait pratiquement des 2 tiers des membres des postes au niveau du gouvernement. Il faut reconnaître qu'elle a lâché un peu de l'Est sur certains points. Et bon, la CEDEAO... Justement, par rapport à cette exigence de la junte, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir alors quel était véritablement l'objectif de ce putsch. C'était de sauver le peuple malien de la situation critique qu'elle traversait sous son président Ibeka, ou est-ce que la junte ne visait pas autre chose plutôt que l'accaparement du pouvoir, par exemple? Alors, vous savez, l'exercice du pouvoir a quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est quelque chose de pratiquement captivant. Ceux qui arrivent au pouvoir, que ce soit par coup d'état militaire ou par élection, ils changent. Ils changent dans leur attitude. Et ça, c'est dans tous les pays africains où nous l'avons très longtemps connu, des systèmes monarchiques. Nous avons le premier dirigeant, il a autour de lui des gens qui ne se considèrent pas comme des collaborateurs, mais qui rapidement se transforment en courtisans. Et dans tous les pays du continent africain et dans beaucoup d'autres pays où la monarchie a été longtemps la règle, ça, c'est souvent ce que nous constatons. Et donc, sur le continent africain, c'est pratiquement la même chose. Quand les militaires prennent le pouvoir et qu'ils n'ont pas, je vais dire, un esprit assez fort pour se conformer à un objectif qui a été défini avant la prise de pouvoir, on se retrouve dans ce genre de situation. Quand la junte malienne était en train de prendre le pouvoir, tout a commencé par une mutinerie. Est-ce que les militaires avaient déjà l'intention de prendre le pouvoir au moment où la mutinerie a commencé? C'est possible. Mais il y aurait pu y avoir échec de cette mutinerie si vraiment un coup d'État. Quand on parle de coup d'État, c'est un acte qui est préparé dans le secret le plus absolu et qui est exécuté, je dirais, de façon très rapide. Mais la mutinerie, c'est une situation qui s'étend un peu plus et qui donc amène les acteurs à choisir par la suite ce qu'ils vont faire, la manière dont ils vont gérer un pouvoir qui leur échoue, alors qu'ils auraient pu ne pas gagner ce pouvoir-là. Donc, on arrive à un cas où un acteur militaire, qui a un réflexe militaire, qui a l'habitude de se faire obéir, arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir et il a entendu, lui aussi, il est citoyen, il a vu ses confrères, ses collègues, aller au front sous ce régime qui a été renversé et être tué massivement par les djihadistes. Et donc, arrivé à ce niveau-là, l'intention, c'est sans doute de rendre l'armée malienne plus forte, c'est de relever le pays, c'est de faire des choses bien pour le pays, entre guillemets, mais en même temps, c'est que très vite, on voit la cour des courtisans commencer à donner des conseils, commencer à montrer une soumission telle que le président, le nouveau chef d'État commence à se sentir fort et très rapidement, il modifie son approche vis-à-vis du pouvoir. Très peu d'acteurs de ce niveau-là ont pris le pouvoir et l'ont rendu rapidement. Je parlerai au Mali de Amadou Toumani Touré, qui a fait un coup d'État lui aussi, renverser le président, voilà, et qui a retourné très vite le pouvoir aux civils. Il y a eu un cas au Nigeria avec Sani Abacha qui a été renversé par le général Aboubakar. Il y a un autre cas au Niger. Mais ces cas-là sont des cas rares. On arrive le plus souvent, quand on fait un coup d'État militaire, à découvrir les plaisirs du pouvoir et à ne plus vouloir s'en défaire. C'est ainsi que nous avons beaucoup de présidents en Afrique qui sont des anciens militaires, des anciens putschistes. Est-ce que sur ce coup-là, on peut dire que la CEDEAO a tenu bon? La CEDEAO a tenu bon d'abord, mais elle a commencé par des exigences quelque peu ridicules. Notamment quand elle demandait que le président Ibrahim Boubacar Keïta soit restauré dans ses fonctions, alors même qu'il avait déjà perdu l'effectivité du pouvoir. Et ensuite, il a lui-même dit un discours dans lequel il a formellement
donner sa démission. Certes, il était obligé de donner sa démission. On l'a vu au Gabon avec Léon Mba qui avait démissionné, qui avait été obligé de démissionner par les militaires et qui étaient revenus au pouvoir grâce aux Français. Donc, on pouvait s'attendre, on pouvait peut-être espérer que Ibeka, une fois qu'il retrouve un peu de légalité, un peu de force derrière lui, décide donc de renoncer à sa démission. Mais en l'espèce, on a très vite vu que la junte était bien trop forte et qu'elle n'allait pas lâcher le pouvoir. Ensuite, la CEDEAO a mené cette discussion avec les membres de la junte, a posé ses exigences. Elle a tenu bon, globalement, même si au-delà de tout, il faut reconnaître que la commission d'un coup d'État est toujours un échec pour la CEDEAO. Et il y en a beaucoup eu en Afrique de l'Ouest depuis que l'institution a été mise en place. Il y en a encore depuis le retour de la démocratie dans les années 90. Il y en a encore trop, à mon sens. Et c'est parce que justement... Il y en aura encore? Il pourrait y en avoir. On n'a pas de boule de cristal, il pourrait y en avoir, puisque les crises politiques qui sont dans les États sont aujourd'hui les motivations principales présentées par les militaires pour justifier leur coup d'État. Et donc, étant donné que la CEDEAO ne parvient pas encore à enrayer définitivement ces coups d'État, on ne peut pas se dire qu'il n'y en aura pas. Surtout que ceux qui prennent le pouvoir bénéficient par la suite de l'accompagnement de la même CEDEAO, de la même organisation, pour restituer le pouvoir aux civils. Et on sait très bien qu'il y a eu des cas où ceux qui ont pris le pouvoir, le militaire qui prend le pouvoir, il démissionne de l'armée, il organise les élections. On l'a vu avec le président Abdelaziz en Mauritanie. Il a fait un coup d'État, il a organisé des élections au bout de 9 mois, sauf erreur de ma part. Il s'est fait élire et puis il est devenu président de la République. Il a laissé 2 mandats consécutifs. Et puis bon, voilà, ça peut arriver encore que des militaires passent par cette voie-là pour arriver à exercer le pouvoir d'État en Afrique. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Justement, vous parlez de cette organisation sous-régionale de la CEDEAO qui intervient souvent pour régler un certain nombre de situations, quoique parfois difficiles ou tardives. Mais lorsque vous observez un peu le mode de fonctionnement au sein de l'organisation sous-régionale, notamment dans certains pays, je prends l'exemple de la Guinée ou encore de la Côte d'Ivoire, ce sont des crises, je dirais, latentes qui peuvent toutefois survenir. Que fait alors l'organisation internationale, cette organisation, pour prévenir ces crises-là? Quand on sait déjà que la Côte d'Ivoire, bon, on n'est pas loin d'une crise. En Guinée, par rapport au 3e mandat d'Alpha Condé, on n'est aussi pas loin d'une crise. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le mode de fonctionnement de cette institution qui regroupe des chefs d'État au pouvoir? Il y a un problème majeur au niveau de la CEDEAO, au niveau de toutes les organisations internationales, c'est qu'elles n'ont pas la supranationalité. Aucune organisation internationale n'a la supranationalité, c'est-à-dire d'imposer aux chefs d'État qui sont au pouvoir ou aux États ce que lui, il estime, ou ce qu'elle, plutôt, organisation, estime être la règle qu'il faut respecter. En dépit de toutes les dispositions que l'on a dans les textes qui régissent la CEDEAO doit encore attendre le bon vouloir des acteurs au pouvoir pour que cette disposition soit mise en application. La souveraineté des États passe au-dessus de celle de la CEDEAO. Et c'est cela qui pose le principal problème. La CEDEAO ne peut que, comme toutes les organisations internationales, ne peut que essayer de discuter avec les acteurs. Vous le voyez, ces derniers jours, en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a envoyé une mission avec l'Union africaine et d'autres organisations internationales pour discuter avec les acteurs politiques ivoiriens afin que la Côte d'Ivoire ne nous rejoue pas le scénario de 2010-2011. Et c'est le maximum que la CEDEAO puisse faire. On a vu également au Mali, et d'ailleurs c'est le cas le plus symptomatique, avant le renversement du président Ibeka, je ne sais pas si il y avait des acteurs politiques, des analystes politiques intelligents qui ne voyaient pas venir le coup d'État. Tout le monde sentait qu'un coup d'État pouvait survenir à tout moment au Mali. Et la CEDEAO l'a senti aussi et a envoyé des missions pour échanger avec les différentes parties. Les recommandations sorties de ces missions sont des recommandations qui n'étaient malheureusement pas à la hauteur des attentes de ceux qui étaient dans l'opposition. Quand vous demandez à un chef d'État qui a été élu 2 ans plus tôt, qui est en exercice, qui bénéficie de la légitimité que lui octroie, que lui confère son élection, et vous lui demandez de démissionner, mais il est
carrément impossible qu'il l'accepte. Et aucun des autres chefs d'État de cette organisation ne peut accepter que l'on impose à un chef d'État, à l'un d'entre eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans un corporatisme, mais c'est tout simplement parce que la souveraineté de l'État ne le permet pas. Ils ne peuvent pas accepter que l'on impose à l'un d'entre eux de démissionner alors qu'il est dans l'exercice légal et légitime des fonctions que lui a octroyé le peuple en allant aux urnes quelques années plus tôt, quelques mois plus tôt. Et c'est dans ces conditions-là qu'on se retrouve dans cet anachronisme où l'organisation a vraiment envie de contribuer à ce que le problème qui se pose dans le pays soit réglé, mais en même temps, elle n'a pas les moyens d'obliger les acteurs à faire le nécessaire pour y arriver. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On a très peu de certitude sur l'issue de la médiation que la CEDEAO engage en Côte d'Ivoire. On en a très peu sur la médiation qui est également lancée en Guinée. Et dans ces conditions-là, quand il y aura un coup d'État, la CEDEAO n'aura pas d'autre choix que de demander, de fermer les frontières, de mettre des embargos et par la suite de collaborer avec une junte militaire pour établir un pouvoir civil. Des sanctions levées par la CEDEAO. La dernière actualité, c'est des djihadistes qui ont été libérés. Est-ce que ça accroît les chances de l'ancien opposant ou de l'opposant Soumaïla Cissé d'être libéré? Vous savez, il n'y a pas de rationalité avec les djihadistes. Et c'est cela qui est le plus, stressant quand on négocie avec ce genre d'acteurs. La rationalité n'existe pas, mais ils ont fait des exigences. Ils veulent que leurs partisans et leurs membres qui avaient été emprisonnés soient libérés. De ces négociations-là, le gouvernement a certainement, en tout cas la junte, a certainement estimé que la meilleure chose à faire, c'est effectivement de donner un gage pour que les djihadistes libèrent les prisonniers, notamment Sophie Petronin et l'ancien président de la commission de la CEDEAO, Soumaïla Cissé. Aujourd'hui, les djihadistes ont été libérés, en tout cas une centaine de djihadistes ont été libérés, et il semblerait que Sophie Petronin soit en cours de libération. Mais on n'a encore aucune nouvelle de Soumaïla Cissé. Les djihadistes peuvent faire chanter encore le régime parce qu'ils n'ont pas obtenu la libération de la totalité de leurs partisans qui se trouvent dans les geôles. Et donc, ils peuvent encore faire monter les enchères pour dire non, cette centaine de libérations, c'était pour Sophie Petronin. Nous attendons la libération d'autres. D'une autre centaine. D'une autre centaine, bien de tous ceux qui restent. Ils peuvent même désigner certains de leurs chefs les plus emblématiques qui sont en prison pour qu'on libère ces derniers avant qu'ils ne libèrent Soumaïla Cissé. Et puis, il y a aussi les négociations qui se déroulent la plupart du temps dans l'ombre. Ils vont obtenir probablement de l'argent, énormément d'argent sans doute, avant de libérer Soumaïla Cissé. Est-ce que cet argent a été débloqué? Est-ce que cet argent éventuel, je n'affirme pas que ce sera forcément fait, mais si éventuellement il demande une rançon, parce que la plupart du temps c'est ce qui se fait, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils parviennent à acheter des armes et à continuer à enlever des gens, c'est-à-dire c'est un cercle vicieux, c'est comme on dit le serpent qui se mord la queue. On n'arrive pas à se débarrasser de ces gens-là quand on rentre dans un cycle de négociation de cette nature. On espère simplement que Soumaïla Cissé sera libéré, qu'il fera partie de la monnaie d'échange par rapport à cette centaine de djihadistes qui ont été libérés. D'ailleurs, certains organes de presse avaient déjà annoncé la libération de Soumaïla Cissé dès la soirée où les djihadistes ont été libérés. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Et plus le temps passe, plus le stress augmente, plus l'incertitude s'accroît sur la libération de Soumaïla Cissé. C'est vraiment un problème auquel finalement, le nouveau pouvoir au Mali, le pouvoir de transition, a face à lui plusieurs fronts. D'abord, régler la crise politico-sociale. De l'autre côté, repousser la menace djihadiste, reprendre le contrôle du nord du pays. Est-ce que vous voyez cette équipe mise en place réussir à relever ces différents défis? Ma réponse est non. Ma réponse est non, et c'est un non catégorique. Il n'y a pas ce pouvoir politique, il n'y a pas cet acteur politique qui, sur une durée de transition de 18 mois, serait capable de régler tous les problèmes du Mali, serait capable d'amener les Maliens vers les horizons dont rêvent les Maliens, serait capable de résoudre ce que les Maliens ont condamné dans les rues, ce qui a amené des centaines de milliers de personnes à se mobiliser contre
Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires sont peut-être avec le pouvoir, avec la force et l'autorité qu'ils incarnent, sont peut-être une solution. Mais ils ne peuvent pas être la seule solution. Ils ne peuvent pas d'ailleurs, en principe, constituer la solution parce que nous avons choisi un régime, nous avons choisi en Afrique des régimes démocratiques et ces régimes-là ne doivent pas se laisser encore manipuler, dominer par ceux qui portent les armes. C'est ce qu'on a laissé le Mali en train de nous montrer aujourd'hui. Je ne suis pas du tout certain, d'autant plus que la composition du gouvernement n'est pas, et vous allez le voir dans les prochains jours, n'est pas du goût de ceux qui ont manifesté. Absolument. Le M5 a été marginalisé pratiquement depuis le début. Dès la commission du coup d'État, j'étais tout à fait sceptique sur les capacités de la junte à conduire le Mali vers d'autres horizons. Et on a vu quand même les membres du M5 sortir manifester leur joie le samedi après le coup d'État pour acclamer les militaires. Espérant être au premier plan. Hein, 2 semaines plus tard, quand il a été question, ou 3 semaines, de désigner le président de la République, on a désigné un ancien militaire, donc pas dans leur rang. Ensuite, quand il a été question de désigner le Premier ministre, ils ont déposé une quinzaine de dossiers presque au niveau de la junte. C'est plutôt le président Bando qui a nommé Mokhtar Wan au poste de Premier ministre. Et puis, ils ont encore déposé une flopée de dossiers pour être membre du gouvernement. C'est 3 membres du M5 seulement. Et parmi les 3, 2 proches de l'imam Mahmoud Diko, dont on connaît l'influence, qui ont été nommés au gouvernement. Il se fait même que ce sont des postes mineurs qui ont été attribués au M5. Et donc, il n'y a encore aucune certitude que la crise malienne puisse se résoudre avec ce régime-là, avec ce gouvernement-là. Parce que des antagonismes vont encore naître au sein du gouvernement. Et face aux élections qui approchent encore, c'est d'autres problèmes qui sont en train de possiblement se profiler à l'horizon. Oui, une dernière. Oui, j'allais prendre son avis sur la crainte des populations par rapport à la libération des djihadistes, les populations qui craignent une montée du djihadisme dans ce pays. Est-ce que vous partagez ça? C'est tout à fait normal. Des gens qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de respect pour la vie, qui ont commis des attentats, ont été libérés sans avoir été jugés. Ils ont été libérés sans qu'on leur demande l'avis de la population. Ils ont été libérés sans aucune repentance. Ils ont été libérés comme monnaie d'échange, sans même que l'on ait déjà obtenu la libération de ceux qu'ils doivent libérer à leur tour. Voyez-vous, c'est une humiliation, pour ainsi dire, de l'État malien face à la junte. Parce que si jamais les djihadistes ne libèrent pas Soumaïla Cissé, ce serait vraiment la pire des décisions prises par cette junte-là, parce qu'on se retrouverait à avoir libéré des dizaines de djihadistes qui retourneront, pour certains, auprès de leur famille et renonceront peut-être à la violence, mais d'autres vont retourner dans le maquis et vont, voilà, ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses quand ils sont été en prison. Ils ont vu comment les prisons étaient construites, ils ont vu le plan, etc. Ils sont tout à fait capables maintenant d'organiser des attaques, des évasions. C'est-à-dire qu'on vient de mettre entre les mains des djihadistes des armes de destruction qu'ils vont de nouveau utiliser contre le peuple malien, contre l'armée malienne. C'est un peu, je dirais, une répétition du coup d'État de 2012, suite auquel les djihadistes ont réussi en quelques jours à s'accaparer plus de la moitié du territoire, ou des 2 tiers du territoire malien. Ce n'était pas une bonne décision, même si on voulait la libération de Sophie Petronet, qui est entre leurs mains depuis plus de 2016. Tout à fait, 4 ans. 6 ans. 4 ans plutôt. Et de l'autre côté, le leader de l'opposition, c'est vrai que ce sont des personnalités qui comptent beaucoup aux yeux des Maliens ou des Français, mais en même temps, doit-on négocier avec des djihadistes? Doit-on libérer des djihadistes pour obtenir la libération de personnalités? Et surtout quand on l'a fait, quand on n'a pas encore la certitude que les personnalités en question seront libérées, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des décisions à prendre. Merci pour toute cette analyse sur la situation au Mali. James William Baguidi, je rappelle que vous êtes journaliste internationaliste. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Herman Niambossou, merci à vous également. Prenez surtout vos dispositions. Il fait un peu bizarre.
visa dehors. Mesdames et messieurs, vous restez en place. On vous propose de vivre l'actualité avec cette lecture des journaux présentée ici par Séraphin Assiombo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. On annonce pour demain jeudi une rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les syndicats dans le cadre du quota horaire de 30 heures aux aspirants et dénoncé par les partenaires sociaux à ce sujet. Le Meilleur parle de la rencontre d'espoir demain jeudi entre le chef de l'État, Patrice Talon, et 6 centrales et confédérations syndicales. En titrant que Talon veut apaiser les esprits, Fraternité écrit que la doléance des syndicats n'est donc pas tombée dans les oreilles de sourds. La question sera sans doute abordée au cours de cette rencontre annoncée entre le chef de l'État et les partenaires sociaux demain. La Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin pourrait être de la partie. Mais d'autres problèmes qui minent le secteur pourraient aussi être abordés. Et pour ce journal, pour qui connaît le chef de l'État dans sa logique d'écouter mais aussi de convaincre, la rencontre de demain s'annonce pleine d'enjeux. L'actualité du jour, c'est la Commission béninoise des droits de l'homme qui a remis au président Patrice Talon le mardi 6 octobre son rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Bénin intelligent d'expliquer que le rapport équilibré épingle des violations de droits des citoyens et met aussi en exergue les progrès significatifs réalisés par le gouvernement pour l'encourager à protéger davantage les droits de tous les citoyens. Le Soleil Bénin Info raconte qu'à en croire ce rapport, il n'y a aucune raison pour crier scandale au Bénin en général. L'état des droits de l'homme est réconfortant grâce au progrès significatif du gouvernement du président Patrice Athanas Guillaume Talon. Pour le matin, la commission a noté des exploits du gouvernement Talon en termes du respect des droits de l'homme en général et ceux de catégories spécifiques comme les couches vulnérables en particulier. Autrement, elle l'a félicité pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme. Et selon Fraternité, le chef de l'État n'est pas resté indifférent au contenu du rapport et aux doléances de la CBDH qui espère aussi de meilleures conditions de travail. Le journal rapporte le chef de l'État qui confie, citation, « Je puis donc vous rassurer que le gouvernement se penchera sur les recommandations pertinentes du rapport et mettra en œuvre les actions idoines afin de ne pas rendre vains les efforts de la commission ». Fin de citation. Une autre note de satisfaction pour le Bénin, l'Organisation mondiale des douanes a présenté hier à travers un webinaire les résultats de l'opération OMD Stop sur le trafic illicite lié à la Covid-19, rapporte le Soleil Bénin Info, qui renseigne que l'administration douanière béninoise a une belle performance, se hissant au 13e rang sur 99 au plan mondial. Le matin d'ajouter que l'administration douanière béninoise s'est positionnée 13e sur 99 au plan mondial. Cette prouesse, selon le journal, est à l'actif du ministre des Finances, Romuald Wadagne, et du directeur général Saka Charlie Moussa des douanes, et ce, sous le leadership du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, dont Bénin Intelligent rappelle qu'il avait promis un seul mandat, mais, estime le journal, à l'œuvre, le peuple a tôt découvert un chef de l'État exceptionnel. En quelques années seulement, ses actions, ses réformes courageuses ont définitivement transformé le Bénin en profondeur. Politique, économie, infrastructure, énergie, sa gouvernance méthodique et rigoureuse a creusé, bêché, fouillé et n'a laissé aucun domaine où de remarquables avancées n'ont été enregistrées. Le peuple, dans sa majorité écrasante, chanta la gloire de cet homme d'État à qui rien ne prédisait un quinquennat si incisif et convaincant en peu de temps. Alors, se demande le journal, après avoir surgi et ainsi agi comme promis, Talon va-t-il disparaître? Dans sa réponse, le journal pense que le défi aujourd'hui, et le peuple l'a vite compris, est de maintenir cette dynamique, empêcher coûte que coûte le retour au pouvoir de la minorité d'acteurs politiques. Et puis ce matin, Fraternité rapporte que le député Eustache Akovi prête serment à la Haute Cour de justice, désigné le mardi 28 juillet 2020 par la représentation nationale comme nouveau membre de la Haute Cour de justice, en remplacement du député Jonas Benameto, actuel maire de la commune de Semekodji. Le député Eustache Akovi a prêté serment le mardi 6 octobre
au palais de la Marina devant le président de la République, Patrice Talon et le bureau de l'Assemblée nationale. L'économiste du Bénin parle ce jour de l'assistance Covid-19 et informe que le Fonds monétaire international a approuvé le lundi 5 octobre le décaissement d'une nouvelle aide au profit de 28 pays parmi les plus pauvres du monde pour alléger leurs dettes afin de leur permettre de mieux amortir le choc de la pandémie du coronavirus. Sous réserve de ressources suffisantes du fonds fiduciaire ARC, des dons pourraient être accordés sur une période de 2 ans, soit jusqu'en avril 2022, pour un montant total estimé à environ 526 milliards de francs CFA. Merci d'avoir été à l'écoute. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contact 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Et voilà, ce sera tout pour notre rendez-vous matinal. Merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Très bonne journée à chacun de vous. Rendez-vous demain quand nous serons jeudi à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous. Si vous habitez à Cotonou, à Abomey-Calavi, Semepoji et environ, prenez donc vos dispositions. En ce moment, il pleut un peu partout. Bonne journée et surtout, gardez le sourire. Au revoir.